Geachte aandeelhouders, wij hopen dat jullie allen in goede gezondheid verkeren en heten jullie... Donc, chers actionnaires, donc, nous espérons que vous soyez tous en bonne santé et pour la première fois depuis notre cotation en bourse en 84, pour la première fois, notre Assemblée générale doit se tenir à huis clos. Comme expliqué dans la convocation, le conseil d'administration a pris cette décision particulière afin de garantir et d'assurer la santé de nos actionnaires, administrateurs, le commissaire et le personnel, et ce de façon maximale. Pendant les 90 minutes qui suivent, nous vous expliquerons nos activités, nos résultats de l'exercice écoulé et nous donnerons amplement réponse à toutes les questions écrites que nous avons reçues avant cette assemblée. Nous nous attarderons également sur les prévisions pour l'exercice en cours et ensuite nous traiterons bien évidemment tous les autres points inscrits à l'ordre du jour. Cette assemblée générale a été enregistrée par vidéo auparavant et nos actionnaires francophones peuvent suivre ce webcast dans leur langue maternelle en cliquant sur l'icône FR qui se trouve à droite en haut sur l'écran. Je me suis fait accompagner par Jan Seukens, PDG, Tom Bamelis, directeur financier, et Pete Bevernage en tant que secrétaire général. Pete Bevernage assumera la fonction de secrétaire et scrutateur lors de cette assemblée générale. En tant que secrétaire de l'Assemblée générale, il est également mandataire pour tous les actionnaires qui ont à temps remis une procuration valable. La convocation à la présente Assemblée générale a été communiquée à temps dans deux têtes, l'Écho et le Moniteur belge, et a à temps été transmis aux actionnaires enregistrés, aux administrateurs et aux commissaires. Tous les documents utiles ont également été mis à disposition via notre site Internet. Il n'y a aucun point à l'ordre du jour qui requiert un quorum spécifique. Et l'Assemblée générale peut donc se tenir de façon valable et l'Assemblée peut également prendre des décisions quant à tous les points inscrits à l'ordre du jour et ce, avec une majorité simple des voix. Les actionnaires qui ont à temps introduit des procurations et des bulletins de vote, eh bien, ils représentent 55,17% des actions avec droit de vote. Je vous propose dès lors de tout de suite rentrer dans le vif du sujet et donc d'attaquer l'ordre du jour. Le texte des comptes annuels, y compris notre rapport de durabilité détaillé, a été repris dans la brochure et vous le trouverez à partir de la page 15 jusqu'à la page 63. Et donc voilà, je vous propose de ne pas lire la totalité du comptes annuels et je demande à Jan Seukens en tant que président du comité exécutif de nous expliquer les évolutions principales du groupe dans l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour cette année-ci. Chers actionnaires, ce sont des temps bizarres. Il y a quelques mois, en date du 28 février, nous avons l'honneur de vous présenter un record donc au niveau des résultats pour 2019, c'est-à-dire 395 millions d'euros. Entre-temps, on se retrouve dans une crise sanitaire qui a des conséquences énormes pour l'économie, qui ne nous permet pas d'ailleurs de vous accueillir en personne lors de cette assemblée générale. Tout d'abord, nous espérons que vous et vos proches sont en bonne santé. Et de cette façon numérique, virtuelle, nous espérons pouvoir vous donner une image bonne, transparente et équilibrée de la situation dans notre société. Le modèle de notre société qui est basé sur des résultats donc à croissance récurrente avec un nombre de participations stratégiques limitées, à laquelle s'ajoutent quelques plus-values occasionnelles, eh bien, ce modèle a de nouveau montré sa valeur et dans cette année de crise d'ailleurs, ce modèle montre de nouveau sa résilience. Donc l'apport de nos participations clés était de 282 millions d'euros. Il y a 10 ans, en 2009, donc ce montant n'était que de 113 millions d'euros.
Et il ne faut pas uniquement regarder la croissance en chiffres absolus. La qualité intrinsèque de ces résultats est d'autant plus forte de par la base diversifiée. Les deux secteurs clés, Engineering Contracting et Private Banking, étaient en 2009 bons pour 84% du résultat, alors qu'en 2019, ce pourcentage avait diminué à 78%. Ce qui signifie bien évidemment que les autres secteurs ont bien connu une croissance qui est allée de 16 à 22%. La stratégie d'investissement, y compris l'accent mis sur le capital de croissance, a par le passé régulièrement donné suite à la réalisation de plus-values. En juin 2019, notre groupe a réalisé une plus-value de presque 106 millions d'euros sur la vente de la participation dans le réseau de maisons de retraite Residalia. De façon indirecte, depuis 2007, nous sommes impliqués dans Residalia. Hervé Hardy et son équipe ont fait de ce groupe un acteur moyen dans ce groupe, dans ce marché français, avec 2647 lits dans 35 résidences. Entre autres, grâce à la vente de Residalia, la position cash net de notre groupe est montée à 267 millions d'euros, le niveau le plus haut depuis le crash de 2008. Et donc le capital propre consolidé est monté à presque 3,5 milliards d'euros, ce qui est une augmentation de 11,3%, y compris les dividendes. Avec une telle évolution du résultat, notre société est un exemple d'une croissance récurrente et surtout durable de la croissance. Et c'est Tom qui ensuite vous parlera des détails financiers. AVA, Luc a déjà fait référence, AVA a eu beaucoup d'attention en ce qui concerne la politique de durabilité. Tant notre groupe que les 5 participations les plus importantes au niveau des objectifs de développement durable ont chacun déterminé leurs objectifs de développement durable prioritaires, et ce, basé sur une enquête auprès des acteurs différents qui a ensuite mené à une matrice de matérialité. En tant qu'investisseur responsable, notre groupe veut se concentrer sur 4 objectifs spécifiques. SDG 3, donc la bonne santé et le bien-être, c'est-à-dire avoir des collaborateurs qui sont bien formés et qui sont motivés. SDG 8, donc un travail digne et une croissance économique, c'est-à-dire des modèles d'entreprise financièrement durables et des stratégies correspondantes. SDG 9, industrie, innovation et infrastructure, donc pour nous c'est une politique durable soutenue par l'innovation en permanence. SDG 16, paix, justice et une autorité forte, ce sont des points prioritaires en ce qui concerne la bonne gouvernance, l'éthique d'entreprise, y compris la politique de prévention en la matière. Nos participations clés ont en 2019 obtenu des résultats stables, mais stables à un niveau élevé. En 2019, DEME a pu réaliser un chiffre d'affaires de 2,6 milliards, dont un peu moins de 50% dans les activités de dragage traditionnelles, un peu plus que 50% via DEME Offshore, et ce notamment pour la construction de parcs éoliens en mer. Le cash flow opérationnel est resté assez stable, donc à un niveau de 437 millions d'euros pour un résultat net de 125 millions d'euros. Suite à un programme d'investissement important, donc l'endettement net est monté à 708 millions d'euros, c'est-à-dire 1,7 fois le cash flow opérationnel. Le capital propre consolidé de DEME était fin 2009 de 1,4 milliard d'euros. Et donc en 2019, DEME a investi quelques 435 millions d'euros dans le renouvellement de sa flotte, et en 2020, un montant comparable sera investi. Donc DEME, à la fin de 2019, avait encore 5 navires en chantier. Le Thames River, donc avec une capacité de 2500 mètres cubes, a été fourni entre-temps. Meuse River sera réceptionné dans les semaines à venir. Et donc la construction du nouveau méga cutter Spartacus a, suite à des problèmes financiers du chantier naval IHC, eu un retard. Mais la réception est encore attendue pendant 2020. Le navire d'installation en mer Orion devait être opérationnel dans les semaines à venir. Vous avez tous pu
apprendre dans la presse qu'en fait, suite à des tests de charge effectués par l'IPER, la grue a eu des dégâts et donc la réception sera retardée. Pour l'instant, le navire est toujours propriété du chantier naval, donc COSCO. C'est évidemment une grande perte dans notre flotte puisque ce navire, avec une capacité de lavage de 5000 tonnes, aurait encore dû renforcer notre position très compétitive en tant que numéro 1 pour ce marché de l'installation. Et évidemment, DEME s'attend à trouver une alternative, ou bien dans sa propre flotte, ou bien en allant chercher et louer une capacité externe. Récemment, DEME a également annoncé qu'avec un partenaire local, donc le premier navire pour l'installation d'éoliens en mer sera commandé au Taïwan. Et donc le Greenade sera muni d'une grue avec une capacité de 4000 tonnes et donc sera surtout orienté vers le marché taïwanais et le marché régional en Asie. Récemment, donc un contrat de collaboration a également été conclu avec Pentaocean, donc l'entrepreneur maritime le plus grand au Japon, donc notamment très très important pour ce marché donc des travaux en mer. Le carnet de commande a pu être renouvelé fin décembre et donc fin 2019 il était de 3,75 milliards, donc sans tenir compte du projet Fehmarnbelt, 700 millions d'euros et deux nouveaux projets au Taïwan. Donc en date du 31 mars de cette année, le carnet de commandes était de 3,4 milliards d'euros. En avril, DEME a donc pu obtenir d'autres commandes, c'est-à-dire de nouveaux contrats en Russie et en Afrique. En plus, et c'est important, l'autorité danoise, en date du 12 mai, a donné le notice to proceed, donc l'ordre de démarrage des travaux pour les contrats pour le tunnel ferroviaire et de la route le plus important, donc la fameuse connexion Fehmarnbelt à réaliser entre le Danemark et l'Allemagne. Et donc, en fait, les travaux commenceront le 1er janvier 2021, ce qui signifie que ce montant de 700 millions peut en fait être ajouté à notre carnet de commandes. Donc ces résultats forts sont le résultat d'une stratégie de diversification très axée sur les innovations technologiques tant au niveau de la flotte qu'au niveau des nouvelles activités. DEME est positionné de façon unique pour pouvoir offrir des réponses aux nombreux défis sociaux, donc emportés par le réchauffement climatique et bien évidemment aussi emportés par la volonté d'aller vers une économie à faible émission de CO2. Et donc, la récolte de minerais en mer profonde et l'hydrogène écologique sont évidemment des opportunités promettrices au moyen terme. Dans le premier trimestre de 2020, un chiffre d'affaires de 535 millions d'euros a été réalisé, donc moins 30% par rapport à l'année passée. Dans tous les continents, les mesures dans la lutte contre le coronavirus ont bien évidemment des conséquences au niveau logistique et provoquent également des retards sur les chantiers. Donc certains appels d'offres, certaines commandes sont retardées sans que cela n'ait par contre un impact matériel sur l'évolution du carnet de commandes. Même si c'est encore difficile à définir puisqu'on ignore la durée et l'intensité de ces mesures, il est clair que le chiffre d'affaires sera plus bas en 2020, avec évidemment aussi un résultat opérationnel qui sera nettement inférieur. Cela pourra en partie, bien évidemment, être compensé par une plus-value que DEME a pu réaliser au mois de mai par la vente d'une participation de 12,5% dans le parc éolien en mer Mercure. Donc, sur la base d'un carnet de commandes fort, DEME s'attend à ce que cette année horrible 2020 puisse quand même être conclue avec un résultat positif à la fin. CFE en 2019 a réalisé dans ses activités contracting donc un chiffre d'affaires assez stable de quasiment 1 milliard d'euros et donc a pu renouveler son carnet de commandes donc à un niveau très élevé de 1,4 milliard d'euros. BPI a connu donc un beau progrès dans la plupart de ses projets immobiliers, ce tant en Belgique qu'au Luxembourg et en Pologne. Chaque division, la construction, la multitechnique et Relay Utilities,
ont eu un apport positif dans le résultat net qui était de 12 millions d'euros. Donc le résultat étant plus bas suite à quelques projets à perte à Bruxelles et en Wallonie, mais aussi parce qu'on a tout à fait passé aux pertes donc les créances au Tchad. La crise Covid-19 aura également un impact important pour CFE, donc tant au niveau du chiffre d'affaires que du cash flow et des résultats pour 2020. Dans le premier trimestre, l'impact est encore limité, mais l'impact évidemment s'aggrave de plus en plus à partir des premiers jours d'avril, notamment en Belgique et au Luxembourg, où quasiment tous les chantiers ont été arrêtés à partir du 18 mars. En Pologne, l'activité est plus ou moins restée à un niveau normal à partir de fin avril. L'activité au Luxembourg et en Belgique a été reprise graduellement. Les mesures très strictes en vue de la protection de la santé des travailleurs, des clients et des sous-traitants ont un effet important sur la productivité de la plupart des sites et des chantiers. D'autre part, évidemment, il y a aussi dans les livraisons, dans la logistique aussi des conséquences pour certains projets. Compte tenu de cet impact, donc le chiffre d'affaires de CFA Contracting sera nettement inférieur par rapport à 2019. Les résultats nets devraient être autour du point break-even. Et malgré les effets de la pandémie sur la vente de projets immobiliers, BPI maintient son objectif, c'est-à-dire quand même avoir un bénéfice net donc, qui est aligné sur celui de l'année passée. Notre société, au premier trimestre cette année, a légèrement augmenté sa participation et donc pour la porter à 60,96%. Delen Private Bank et Bank van Breda ont réalisé une augmentation des patrimoines, ce qui signifie que fin 2019, ils avaient à gérer un montant record de 51,9 milliards d'euros. Delen Private Bank, fin 2019, gérait 43 566 millions d'euros, dont 37 milliards en Belgique et 11 milliards au Royaume-Uni avec GMFin et 629 millions d'euros aux Pays-Bas avec ONC Van Negen. Le volume commercial est monté à 21,3 milliards, dont 10,10 dans du hors bilan, 5,4 dans les dépôts, plus 11%, et 5,3 milliards de crédits, donc dans des clients qui font partie du groupe cible. Delen Private Bank et Bank van Breda ont en 2019 réalisé un bénéfice record de 214 millions d'euros avant impôt et après impôt de 62 millions, dont 19 millions d'euros chez Delen Private Bank et 43 millions chez Bank van Breda. Delen Private Bank et Bank van Breda constituent en Belgique un des modèles les plus forts au niveau du private banking dans leur secteur. Et donc quelques chiffres pour vous le montrer. Donc 79% des revenus proviennent de fees et des commissions, donc c'est-à-dire donc des revenus stables et récurrents. Le rendement sur capital propre est de 13% et le ratio Core Tier 1, donc la solvabilité finalement est de 17,8% et donc vous voyez aussi donc la comparaison avec le secteur, donc honnêtement au-dessus. Le capital propre est de 1,4 milliard d'euros et ce pour les deux banques ensemble. Et donc le ratio commun au niveau cost income est de 49%, donc pour Delen 43,5% et 61% pour Bank van Breda. GMFin a renforcé son business model de façon à ce que les actifs donc gérés de façon discrétionnaire représentent déjà 80% du total. Après un bon début de l'année, mais évidemment les marchés financiers en mars se sont retrouvés avec une pression énorme avec la crise Covid-19 qui se distribuait de plus en plus. Dans ces circonstances de marché difficiles, les portefeuilles gérés par Delen Private Bank ont mis une prestation relativement bonne, mais bien évidemment, il y a eu une diminution. Donc, à fin mars, ils étaient à un niveau de 37 milliards 412 millions d'euros. Donc,
Fin mars, donc, les portefeuilles ont diminué en moyenne de 14%, mais les résultats de Private Deal Bank tiennent bien le coup. Depuis lors, le rendement des portefeuilles s'est amélioré et donc la diminution moyenne des portefeuilles et des rendements des portefeuilles par rapport au 1er janvier à la mi-mai était réduit à 6,6%. Realiseerde de bank? Par la suite, la banque a réalisé une entrée nette positive significative d'actifs confiés. Les clients, tant les clients existants que les nouveaux, ont confié un capital encore plus important à Delen Private Bank que celui qui avait été appelé. Et également, la banque Jevan Breda a également connu un bon début d'année commerciale avec une augmentation de dépôts des clients allant à 5,6 milliards d'euros. Cependant, la volatilité des marchés financiers à partir de la mi-février a entraîné une baisse des produits hors bilan à 9,9 milliards d'euros, ce qui a eu comme conséquence que le total des effectifs par les clients a également baissé à 15,5 milliards d'euros. Mais, dans ce contexte, la banque Jevan Breda a quand même réalisé un bon afflux net d'investissements hors bilan dans son groupe cible de clients. Le segment Real Estate et Senior Care a de nouveau apporté une contribution assez stable de 50 millions d'euros. Le portefeuille immobilier de Leasinvest Real Estate avait fin 2019 atteint une juste valeur de 1,1 milliard d'euros, dont 53% au Luxembourg, 31% en Belgique et 16% en Autriche. Leasinvest a ensuite renforcé son portefeuille avec l'acquisition d'un business park au Luxembourg et 2 grands immeubles commerciaux en Autriche. Les résultats ont évolué favorablement à 50 millions d'euros grâce à l'augmentation des revenus locatifs, mais aussi grâce à l'impact IFRS positif au niveau de l'action de Real Estate. Leasinvest a enregistré une perte nette de 50 millions d'euros au premier trimestre contre un résultat net de 12,4 millions d'euros à la même période de l'année précédente. Cette baisse importante est due à l'impact de la situation du Covid-19 et à une réévaluation négative de 49,3 millions d'euros de sa participation de 10,7% dans le real estate, dont le cours a fortement baissé. La juste valeur du portefeuille immobilier consolidé, compris les projets de développement, est restée stable à 1,1 milliard d'euros. Les revenus locatifs sont tombés à 15 millions lors du premier trimestre contre 17 millions d'euros au premier trimestre 2019. Fin mars 2020, les fonds propres s'élevaient à 41 millions d'euros par rapport à 493 millions d'euros fin 2019. Et le taux d'endettement a augmenté pour atteindre 56,6%. Ensuite, Extensa continue à avoir un niveau d'activité très élevé sur ces 2 projets, ce qui fait que le résultat en 2019 atteignait les 29 millions d'euros. À Tours et Taxi, la construction et la commercialisation de 50 000 mètres carrés de bureaux à la gare maritime entièrement construit en bois et chauffé refroidi à l'énergie géothermique et solaire, donc un développement durable, progresse très bien. La construction et la commercialisation des immeubles d'appartements ont également débuté dans la zone de Parkland, 319 unités. La crise de Corona y a bien évidemment entraîné des retards dans les projets immobiliers et des expositions et des événements chez Tours et Taxi ont également été annulés ou ajournés. À la Cloche d'Or maintenant, au Luxembourg, Grossfeld développe actuellement 5 nouveaux projets de bureaux pour une superficie totale de 30 000 m² et entame également une nouvelle phase dans le développement résidentiel de 151 appartements en îlot-D. Au Luxembourg également, la coronacrise provoque évidemment des retards similaires. Et suite à la vente de notre participation dans le groupe français de maisons de retraite Residalia, notre activité se concentre entièrement sur Animacare. Animacare a ouvert 3 nouvelles résidences au cours du second semestre, Zoutleeuw, Bilzen et Anderlecht. Et début 2020, la nouvelle résidence à Forêt a ouvert ses portes. Ce qui fait que 2019, le réseau comptait 22 résidences, 9 en Flandre, 7 à Bruxelles et 6 en Wallonie.
et 2353 résidents. Ce qui fait qu'Animacare réalise un cash flow de 9,5 millions d'euros et un résultat stable de plus de 5,4 millions d'euros. Animacare a obtenu des permis et prévoit d'étendre son portefeuille à 2900 lits d'ici 2025. En mai 2020, a débuté la construction d'une résidence-service avec une capacité de presque 200 lits sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Je tiens par la présente à rendre un hommage très sincère à notre personnel soignant et au personnel d'encadrement de nos résidences de service et de séjour. Ils ont souvent, dans des circonstances très difficiles, donné le meilleur d'eux-mêmes chaque jour lors de cette crise afin de soutenir, aider et soigner leurs résidents. Ils n'ont malheureusement pas été en mesure de protéger tous les centres de soins des conséquences du Covid-19. Et bien évidemment, nous regrettons chaque décès qui a eu lieu suite à cet horrible virus. Nos pensées vont d'abord et avant tout aux familles des résidents décédés. Mais également, nos applaudissements chaque soir à 20h étaient destinés à nos collègues dévoués chez Animacare. CIPEF a connu une année horrible en 2019 où tant la faiblesse des prix de l'huile de palme que la baisse des volumes suite à des circonstances climatiques, c'est-à-dire une saison de pluie très longue en Indonésie et 3 éruptions volcaniques en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont entraîné des pertes. De plus, les prix de l'huile de palme sur le marché mondial étaient inférieur au prix qu'en 2018. Sur un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars, CIPEF a réalisé une perte de 8 millions de dollars. Malgré une dette de 160 millions de dollars, CIPEF poursuit son programme d'investissement en Indonésie. Nous restons attachés à l'expansion de notre superficie de l'huile de palme durable. Des conditions climatiques favorables en 2020 ont entraîné une augmentation de la production totale d'huile de palme de 6,6%. Le marché de l'huile de palme a commencé l'année en force, mais a souffert à partir de février d'une baisse de la demande, également en raison des effets du Covid-19 et également suite aux faiblesses des prix de l'huile qui en découlent. Toutefois, compte tenu des ventes d'huile de palme déjà réalisées et sur la base des prix récents du marché, le groupe s'attend toujours à un retour d'une situation bénéfique pour l'année 2020. Enfin, nous sommes heureux qu'après avoir clôturé quelques dossiers difficiles ces dernières années, le segment du Growth Capital ait pu renouer avec une croissance nettement positive. La contribution de ce segment s'est élevée à 17,6 millions positifs par rapport à une perte de presque 7 millions en 2018. Manuchar a réalisé une forte amélioration opérationnelle et une augmentation significative de ses bénéfices, et ceci grâce à quelques éléments exceptionnels. Telemont et TurboSood Group ont également réalisé une augmentation de leur chiffre d'affaires. Mediahuis a bien résisté au niveau opérationnel sur ses marchés en Belgique et aux Pays-Bas et a franchi une nouvelle étape dans sa croissance géographique avec l'acquisition News et Medium en Irlande et plus récemment avec l'acquisition du Luxemburger Wort au Grand-Duché du Luxembourg. La plateforme ainsi élargie devait encore renforcer davantage Mediahuis dans sa transformation du numérique à l'échelle européenne en évoluant vers d'une activité de presse écrite à un groupe de médias numériques. En outre, l'équipe de notre société restait très active dans la prospection et l'analyse de nouvelles opportunités d'investissement. Cela conduit à de nouvelles participations dans quelques jeunes entreprises plus petites mais prometteuses telles que le Bioelectric Group, leader du marché de la production et de la vente d'installations compactes de biogaz destinées aux élevages bovins et porcins et aux stations d'épuration des eaux. Biotalis, anciennement AgroSafe, une entreprise de protection des cultures qui dispose d'une plateforme unique et polyvalente axée sur le développement de ce qu'on appelle les biocontrols.
Medica Bazar en Inde, leader sur le marché dans la livraison d'équipements et de fournitures médicales aux hôpitaux en Inde via un modèle en ligne. MRM Health, investissement de début 2020, qui développe des médicaments innovants sur la base du microbiome humain. Également, auprès de la plupart de ces entreprises, on ressent l'impact des mesures du corona et des conséquences économiques. Ceci est certainement le cas pour Media Group et également donc l'entreprise Media House. Enfin, fin avril, un large consortium d'investisseurs et de partenaires industriels des marchés du dragage et de l'offshore, dont outre AVH également All Investment, Meerwerth et Husband sont compris, tout comme le syndicat international existant, a conclu un accord de principe avec Royal IHC pour acquérir et récapitaliser Royal IHC. Ainsi, le consortium vise à conserver la technologie de pointe du Royal IHC. Et Royal IHC est ainsi maintenu en tant que pivot important dans le cluster maritime. Mesdames et messieurs, tel que je le disais, nous vivons une époque étrange, irréelle et incertaine. D'une part, nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus en 2019 et qui peuvent, une fois de plus, démontrer la résilience et la solidité du modèle AVH. Également, au niveau financier, notre groupe est dans une position très forte avec une trésorerie nette importante de 267 millions au 31 décembre et 246 millions d'euros après le premier trimestre 2020. D'autre part, depuis quelques semaines, nous sommes confrontés aux conséquences de la crise Covid-19 qui a déstabilisé et déstabilise notre société et qui perturbe profondément le cours normal dans notre entreprise. Notre attention est principalement axée sur la santé de tous nos collaborateurs. En collaboration avec les équipes de direction de nos entreprises, nous essayons de garantir au maximum la continuité des activités et des services. Il est clair que ces circonstances inattendues auront un impact substantiel et négatif sur les résultats pour l'année 2020, tant dans l'immédiat que à l'avenir. L'impact est actuellement difficile à quantifier, car on ne sait pas encore combien de temps les effets de la crise actuelle vont perdurer. Sur base des chiffres de fin mars et les perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2020, nous pouvons affirmer que les participations du groupe sont généralement assez résistantes. Delen Private Bank et Bank van Breda ont réalisé dans ces circonstances difficiles de bons résultats et obtiennent également un afflux remarquable des actifs confiés. La bonne diversification du portefeuille et la solidité du bilan du groupe démontrent une fois de plus leur solidité. Néanmoins, le bénéfice d'AVH pour l'exercice 2020 devrait être sensiblement inférieur à celui de l'année record 2019, mais toutefois AVH prévoit quand même pouvoir clôturer l'année 2020 avec un bénéfice net substantiel. Malgré la crise Covid-19, Ackermans & Van Haaren continue à investir, non seulement en renforçant ses participations dans des entreprises où AVH est déjà actionnaire comme CIPEF et CFE, mais également en acquérant de nouvelles participations. Chers actionnaires, nous vous remercions tous pour votre soutien continu en tant qu'actionnaire fidèle et nous espérons bien évidemment, pouvoir continuer à compter sur votre confiance tout au long de cette crise. Merci. Donc, je donne maintenant la parole à Tom Bamelis, qui va expliquer brièvement les comptes consolidés qui ont été préparés conformément aux normes IFRS. Merci, Président. Au début de sa présentation, Jan Suikens vous a déjà montré la composition du bénéfice du groupe Ackermans & Van Haaren pour l'année 2019. Sur ce slide-ci, vous voyez la répartition du bénéfice net de 395 millions d'euros entre les différents segments du groupe. Je vais tout de suite développer plus le contenu de ces chiffres.
Mais tout d'abord, je voudrais avec vous regarder en revue la composition de ces segments. Ackermans & Van Haren détient des participations dans une vingtaine d'entreprises dont les résultats sont rassemblés dans les chiffres consolidés. Et dans cette présentation, mais aussi tout au long du rapport annuel, vous verrez les participations du groupe, telles qu'on l'a fait dans les années précédentes, divisées en 4 secteurs principaux. Marine Engineering et Contracting, Private Banking, Real Estate et Senior Care, et ensuite Energy et Resources. Outre ces 4 secteurs noyaux, AVH investit également depuis de nombreuses années dans du growth capital, et vous trouvez ces investissements en bas de cet organigramme. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement au cours de l'année 2019 dans cette structure du groupe? Pour d'abord, en 2019, nous avons vendu notre participation dans le groupe français de maisons de retraite Residalia. Cela rapportait 165 millions d'euros en cash et Jan Sunkers a déjà expliqué l'importance de cette transaction. Cette participation a donc disparu du segment Sigmund Real Estate et Senior Care. Outre Residalia, nous avons également vendu 50% dans Henschel Engineering. Henschel Engineering est la société qui possède du bien immobilier le long de la Boomsysteweg à Wilrijk, où avant se trouvait Henschel Engineering, qui entre-temps est devenu donc le groupe Telemont. En outre, nous avons encore reçu un paiement de solde sur la vente d'Ojeda, une transaction qui remonte à 2017. L'ensemble des désinvestissements de l'année dernière a apporté à Ackermans & Van Haren 196 millions d'euros. Mais nous avons également investi au total pour environ 63 millions d'euros. 2 tiers ont servi à renforcer notre position dans les sociétés où nous étions déjà actionnaires. Par exemple, une augmentation de capital était souscrite auprès de Renteport et nous avons acheté des actions de CFE en bourse où notre pourcentage est passé de 60,45 à 60,9%. Et comme CFE est actionnaire également de DME, de Renteport et Greenshore, nos pourcentages dans ces sociétés ont également légèrement augmenté. Nous avons également investi dans CPEF, donc nous sommes passés de 31,59 à 32,33%, et dans Sagar Siemens, notre participation est passée de 17,57 à 19,86%. Avec le tiers restant, AVH a également pris un certain nombre de nouvelles participations, entre autres 60% dans bioélectrique. Mais le groupe a également investi dans quelques autres jeunes entreprises prometteuses, pas seulement en Belgique comme Biotalis et en DNA, mais également en Inde, où nous avons investi dans un fonds de capital risqué spécialisé HealthQuote qui se concentre sur la santé, également en Inde, dans Medica Bazar, une plateforme en ligne à croissance rapide qui vend du matériel médical aux hôpitaux. Alors que nous ont apporté tous ces investissements nouveaux et moins nouveaux en 2019. Vous voyez ici la structure du bénéfice consolidé du groupe, libellée en fonction des contributions des segments. Ce n'est rien d'autre que la représentation des chiffres de l'aperçu des barres en couleur que vous avez vu plus tôt. Et vous voyez qu'on ne fait pas seulement la comparaison avec 2018, mais également avec l'exercice précédent 2017. Que nous apprennent maintenant ces chiffres? Tout d'abord, avec un bénéfice net de presque 395 millions d'euros, AVH établit un résultat record, c'est-à-dire à peu près un tiers de plus que les années précédentes. Deuxièmement, ce bon résultat provient en partie dû aux importantes plus-values, 113 millions d'euros, dont la majeure partie est due à la vente de Residalia. Et troisièmement, mais également sans les plus-values, AVH a réalisé en 2019 un très fort bénéfice de 282 millions d'euros. Certainement, si l'on tient compte du fait qu'en 2018, les résultats du segment immobilier comprenaient déjà une plus-value de 21 millions d'euros sur la vente d'une partie de biens immobiliers de Residalia. Si on normaliserait les chiffres de 2018 pour pouvoir les comparer. Pour cette plus-value, les résultats de 2019 sans plus-value seraient également clairement à un niveau record. Je suggère ensuite de faire un zoom sur les résultats de chacun des 4 segments. Traditionnellement, nous commençons par construction et dragage. L'ensemble de ces segments a comporté
presque 92 millions d'euros au bénéfice du groupe. Les résultats de DEME a chuté de 20%, passant de 155 millions d'euros en 2017 et 2018 à un chiffre toujours très honorable de 125 millions d'euros en 2019. Au niveau d'AVH, cela s'est traduit en une contribution au bénéfice de 74 millions d'euros environ. Les résultats de DEME, 100% dans la colonne gauche, vous allez à la contribution dans la colonne de droite en la multipliant par le pourcentage de participation. Le chiffre d'affaires de DEME en 2019 est cependant resté plus ou moins le même, à un niveau élevé, à peu près 2,6 milliards d'euros, mais l'augmentation de concurrence dans la construction des parcs éoliens offshore, le gros entretien de l'innovation qui a été observé pendant quelques mois et un certain nombre de chantiers navals difficiles ont fait chuter les résultats nets. Il faut également noter que tous les coûts encourus par DEME pour la recherche sur l'extraction de tubercules polymétalliques à de grandes profondeurs dans le Pacifique sont entièrement couverts. Toutefois, cela représentait en 2019 plus que 13,2 millions d'euros. Depuis la vente de Vandelare à CFE en 2016, les activités de construction du groupe ont été regroupées au sein de CFE. Et pour la deuxième année consécutive, vous constaterez une contribution nettement positive, fluctuant autour de 15 millions d'euros. Nous sommes passés au bénéfice, ce qui n'est pas mal du tout. Après que Renteport, en 2018, a achevé avec succès la première phase de développement des sites et infrastructures, en 2019, les phases suivantes en particulier ont été préparées et moins de terrains ont pu être vendus. Mais 2020 devrait être une bonne année pour la vente de nouveaux terrains. J'ajoute qu'au début de 2019, AVH et CV ont chacune porté leur participation à 50% à Renteport, ce qui fait que l'intérêt économique d'AVH dans Renteport dépasse plus que 80%. Dernière société dans ce segment est le Green Offshore, également 55 avec CFE, ce qui signifie donc un intérêt économique de 80% pour AVH. Or, Green Offshore a des participations dans les parcs éoliens offshore belges de Rentel, représentant une capacité de 309 mégawatts et ils produisent depuis 2019, et Seamet 487 mégawatts, un parc éolien qui est en pleine construction. Et les résultats que vous voyez pour 2019 ne sont donc représentatifs pour qu'un de ces deux parcs éoliens. Lorsque les deux parcs éoliens seront opérationnels, et cela est prévu pour la fin de cette année, AVH possédera dans Green Offshore et par le biais de DEME 140 mégawatts d'énergie produite en Belgique, d'énergie renouvelable, je précise. Pour la troisième année consécutive, nous prévoyons que cela ne sera pas différent. Et la plus grande contribution au bénéfice du groupe proviendra du private banking. Nous le devons aux excellents résultats de tant les banques Van Breda que Delen Private Bank. Si on calcule le total des dépôts et des investissements des clients chez Bank Van Breda et des patrimoines gérés par Delen Private Bank, à ce moment-là, ces actifs qui nous sont confiés dépassent pour la première fois donc le cap de 50 milliards d'euros. Fin 2009, pour être précis, c'était même 51,9 milliards d'euros par rapport à 45,4 milliards l'année précédente. Les actifs gérés par Delen Private Bank ont connu un pic donc avec un montant de 43,6 milliards d'euros à la fin de 2019, ce qui était 5,9 milliards d'euros en plus par rapport à début 2019. Maintenant, il faut aussi reconnaître que les marchés financiers forts en 2019 ont participé à cette évolution. D'autre part, il faut quand même aussi constater qu'en 2020, avec des marchés financiers qui entre-temps ont complètement changé leur attitude, Delen a quand même eu un flux constant de patrimoine qui sont confiés à la banque. Comme vous le constatez, donc les prestations commerciales très fortes, reliées, combinées avec une discipline au niveau des frais, se sont également transformées en participation en hausse. Donc 127,3 millions d'euros
Et donc, si vous avez le temps d'une fois regarder la petite brochure et de regarder les chiffres des dernières 10 années que vous trouvez à l'intérieur du rapport annuel, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez constater que cet apport est exactement le double de ce qu'il n'était en 2010, donc il y a 9 ans. Quand on ne regarde que la participation aux bénéfices au niveau du segment immobilier, on doit constater une diminution de 23%. Et donc, il ne faut pas uniquement vous dire à ce moment-là, bien évidemment, que Residalia a été vendu en 2019, donc avec la plus-value importante qui a été réalisée, donc 105 millions d'euros. Donc, nous avons enregistré dans la ligne des plus-values. Mais qu'en 2018, on avait déjà reçu un bénéfice de 21 millions d'euros, et ce suite à la vente d'une partie de l'immobilier. Extensa a également obtenu de beaux résultats en ce qui concerne donc le développement du site Cloche d'Or, et à Tour et Taxi, les travaux ont continué pour réaliser l'impressionnante gare maritime. Grâce à des investissements supplémentaires dans les marchés Luxembourg et Autriche, donc le portefeuille immobilier de LRE est monté au-dessus de 1,1 milliard d'euros. Les bénéfices ont suivi, donc cela également aidé par la revalorisation obligatoire de la participation de 10% de Leasinvest dans Real Estate. Et donc Animacare, que nous avions démarré à partir de zéro en 2009, est devenu maintenant un acteur respecté en Belgique, donc avec au total 353 résidents en 22 centres. Entre-temps, donc, alors qu'à Bilsen, Zuid-Anderlecht, des résidences nouvelles ont été ouvertes dans le dernier trimestre de 2019, et entre-temps, Animacare a également acheté 2 exploitations en vue de sa croissance ultérieure. Donc, CIPEF, qui veut produire de l'huile de palme durable, a, comme Yann le disait déjà, eu une année horrible l'année passée. Donc, d'une part, une chute de prix de l'huile brute, les productions limitées suite à la sécheresse, et en plus, donc 3000 hectares des plantations se sont retrouvées recouvertes de cendres suite à une éruption volcanique. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Sagar Cements Hyderabad en Inde a également été confronté à des prix très bas pour le ciment, et donc ces participations négatives sont évidemment décevantes, mais nous comprenons les causes et nous sommes toujours convaincus que nous sommes très bien positionnés pour le long terme avec ces sociétés. Et donc, notre groupe a d'ailleurs en 2019 continué à augmenter sa participation dans les 2 sociétés. Après quelques années difficiles, il est chouette de pouvoir montrer de nouveau des résultats positifs dans le Growth Capital. Donc Manuchar a pu améliorer son résultat. Turbos, Haute Groupe Télémonde et Médias ont également réalisé une belle prestation. Donc les résultats des subholdings sont également améliorés, même si cette amélioration est surtout liée au marché financier fort. Et donc le portefeuille du groupe a dû être révalorisé. Et donc en 2020, on constate que, évidemment, parfois les marchés ont aussi une tendance négative. Et donc pour l'instant, l'impact en 2019, bien évidemment, il est négatif. Dans mon exposé jusqu'à présent, je me suis surtout concentré sur les résultats de nos sociétés et des participations donc aux résultats du groupe. Mais on n'oublie bien évidemment jamais le fait qu'il faut aussi regarder les bilans, non seulement nos bilans, mais aussi les bilans des autres. Et nous sommes fiers de pouvoir vous dire que nous avons réussi à faire croître le capital propre de plus de 10%, 11,3 pour être précis. Donc le capital propre par action était pour la première fois au-dessus de 100 euros. Et grâce aux revenus des ventes de Residalia et grâce aux dividendes de nos sociétés, nous avons pu entamer l'année 2020 donc avec une position cash et investissement trésorerie de 267 millions d'euros. Et même quand on remonte dans le temps, c'est un niveau que j'ai jamais vu chez Ackermans & Van Haaren, même si on regarde la dernière décennie. Tous ces détails, notamment en ce qui concerne les résultats, les bilans, etc., vous pourrez les trouver dans les rapports financiers que vous trouvez à partir de la page 125 du nouveau rapport annuel. Et donc là, de nouveau, il y aura plus de 60% de commentaires supplémentaires que vous trouverez là. Et donc, tout à fait à la fin du rapport annuel, il y a aussi donc, le compte annuel simple, donc non consolidé d'Ackermans & Van Haaren.
Et donc, à d'autres occasions, nous vous avions déjà communiqué que cela ne donne qu'une image limitée du groupe, mais même pour les comptes simples, en fait, il faut constater que l'année 2019 était une année très forte. Les résultats simples du groupe sont traditionnellement déterminés par les dividendes reçus pour les participations, éventuellement des moins-values ou des plus-values, et même dans les comptes non consolidés à côté des dividendes importantes. Donc, notamment cette plus-value réalisée sur des résidalia était importante. Mes collègues sont et restent bien évidemment disponibles si vous avez d'autres questions, malheureusement pour l'instant juste par téléphone et de façon virtuelle. Mais donc, on espère évidemment que vous avez déjà connu notre nouveau site que nous avons renouvelé, et on essaye aussi de mettre régulièrement du nouveau contenu. Et donc, on sera de nouveau au rendez-vous fin août pour les chiffres du premier trimestre, et fin novembre pour un état des lieux plus succinct pour les tendances les plus importantes à la fin du troisième trimestre. Merci Tom. Avant l'Assemblée, nous avions déjà reçu quelques questions que nous avons reçues par écrit, et donc une réponse écrite a été donnée et vous pouvez les consulter sur notre site web. Lors du webcast, nous traiterons cependant les questions les plus importantes. Donc c'est Pete Bevernage qui nous introduira les questions, et ensuite on donnera réponse aux différentes questions. Les questions et réponses écrites seront également annexées donc au PV de l'Assemblée générale. Donc, Pete, je vous donne la parole. Tout à fait, c'est une dizaine de questions que nous avons reçues et qu'on va traiter maintenant. Et donc, un premier actionnaire voudrait savoir s'il ne serait pas plus adéquat de laisser tomber donc l'âge limite des administrateurs et plutôt de se concentrer sur la santé des personnes en question, leur savoir-faire et leur intérêt de continuer leur mandat. Donc, il nous dit que ce serait une meilleure solution au lieu de devoir tout le temps proposer des solutions arbitraires et ad hoc. Voilà, donc je vais répondre moi-même à cette question. Donc, en fait, la limite est une règle de bonne gouvernance contenue dans notre charte de bonne gouvernance. Et donc, les déviations doivent être motivées par le conseil d'administration et ne sont donc nullement arbitraires. Cette disposition oblige le conseil d'administration à réfléchir à sa composition, et ce au moment pertinent, et donc le conseil doit à ce moment-là se demander s'il y a suffisamment de savoir-faire en ce qui concerne les différentes activités différentes de diversité au niveau compétences, âge, background et genre. Deuxième question, c'est un actionnaire qui fait référence à la notice de transparence de CIPEF, où il ressort qu'Ackermans & Everenhoorn a augmenté sa participation dans CIPEF. Et donc, il voudrait savoir ce que Ackermans & Everenhoorn a payé pour les actions supplémentaires et quel était le prix moyen par action. Tom. Ackermans & Everenhoorn a effectivement, depuis la dernière notification qui avait eu lieu en août 2019, donc élargi, c'est-à-dire que nous avons acheté un peu moins de 250 000 actions. Donc, tous ces achats ont eu lieu en bourse, notamment en avril 2020. Et donc, le prix moyen était de 44,7 € par action, ce qui signifie donc un investissement supplémentaire que un peu plus de 11 millions d'euros au total. Une question similaire est posée quant à l'augmentation de la participation en CFE. Donc, combien d'actions avez-vous acheté, qu'avez-vous payé et quel était le prix moyen par action? Eh bien, nous avons récemment, en mars 2020, acheté 12 500 actions, et donc pour un prix d'environ 60 € par action. Et donc, un actionnaire fait remarquer que CFE a passé aux pertes donc sa créance au chat et se conformant aux dispositions IFRS 9, et donc il voudrait avoir une mise à jour quant au déroulement des négociations et donc une évaluation sur la possibilité de recevoir une partie de la créance. Eh bien, c'est une créance qui est dans notre comptabilité depuis quelques années. Maintenant, il reste toujours très très difficile de savoir s'il y aura encore un paiement ou un paiement partiel. On peut bien évidemment confirmer que
évidemment donc les efforts continuent, notamment avec l'intervention de la Afrexim Bank. Un actionnaire voudrait savoir pourquoi le conseil d'administration a opté pour cette solution à huis clos et non pas pour un report de l'Assemblée pour que, à ce moment-là, on puisse vraiment en direct dialoguer avec les actionnaires, mais c'est à une date ultérieure. Il est vrai que le conseil d'administration a décidé d'organiser l'Assemblée générale à la date statutairement fixée, mais donc à huis clos. D'une part, bien évidemment, pour ne pas mettre en péril la sécurité et la santé de toutes les personnes concernées, mais d'autre part aussi afin de créer une certitude juridique pour un certain nombre de points, notamment donc la validation de l'approbation du rapport annuel, la renomination de 4 administrateurs. Bien évidemment, tous les droits des actionnaires ont été respectés, donc avec la possibilité de poser des questions par écrit, donc jusqu'à minuit, le 4e jour qui précède. Et donc, il a déjà été annoncé qu'en tout cas, donc une assemblée générale extraordinaire sera convoquée, d'une part en vue de l'adaptation des nouvelles mesures et d'autre part aussi pour l'adaptation des statuts aux dispositions contenues dans le nouveau code des sociétés et des associations. Et donc à ce moment-là, donc le conseil d'administration se penchera également sur l'opportunité du paiement d'un dividende intérimaire. Et donc, il a également posé des questions concernant la proposition de ne pas payer des dividendes, malgré le fait que le groupe dispose de moyens financiers suffisants, et pourquoi, malgré cette décision, on a investi néanmoins dans des participations existantes et nouvelles. Certains se posent aussi la question si les banques n'auraient pas pu nier les recommandations de la Banque centrale et de la Banque nationale belge. Donc, ne pas payer de dividendes avant le 1er octobre. Donc, dans le contexte, évidemment, il faut savoir qu'effectivement, donc en date du 27 mars, la Banque centrale européenne a dit qu'au moins jusqu'au 1er octobre 2020, aucun dividende ne doit être versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris pour les exercices 19 et 20. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne a donc demandé aux autorités nationales, donc la Banque nationale de Belgique en notre cas, d'également imposer cette recommandation donc ce qu'ils appellent donc les groupes moins significatifs, moins importants. Et donc la Banque d'Elen et Banque Van Breda font partie de cette catégorie des groupes moins importants. Nous voulions en tout cas éviter toute discussion et tout débat sur un éventuel non-respect de cette recommandation. Il est correct que le fait de donner des crédits n'est pas notre activité principale. Donc, il s'agit juste de plus ou moins 533 millions d'euros. Et donc, avec un Common Equity Tier Ratio de 32,8%, la capitalisation est vraiment très très bonne. Mais il faut quand même constater que les recommandations de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale de Belgique sont applicables également à Delen Private Bank. Et donc la bonne solvabilité de la banque et aussi sa prestation commerciale très forte pour le premier capital, avec notamment aussi donc un afflux de moyens financiers nouveaux, lui permettra, on l'espère, de quand même payer donc un dividende intérimaire pour 2019 ou d'au moins pouvoir entamer une discussion à ce niveau-là avec la Banque nationale de Belgique. Au niveau de Ackermans & Van Haaren, il est vrai que nous disposons d'une position cash nette très large, notamment bien évidemment aussi grâce à la vente de la participation en Residalia. Ces dernières années, notre politique a été telle de pouvoir utiliser le cash, les moyens financiers issus des achats et des désinvestissements pour notre stratégie d'investissement et de financer notre dividende via les dividendes que nous recevons via nos participations. Nous avons bien évidemment évalué tous les scénarios, mais on ne peut pas dire que nous refusons le paiement de dividendes. Il n'y a pas de garantie absolue non plus qu'on puisse payer des dividendes en automne. Maintenant, vu les recommandations très fortes tant de la Banque centrale européenne que de la Banque nationale de Belgique, nous avons opté pour la solution prudente, c'est-à-dire un report de la décision, tout en espérant de pouvoir, on l'avait déjà dit, pouvoir payer des dividendes intérimaires dans le deuxième semestre. Et on espère bien évidemment de
à ce moment-là, mieux connaître l'impact de la crise Covid-19 sur le monde économique et notamment sur la solvabilité des banques. Donc, une remarque importante que je tiens à faire, donc des dividendes intérimaires éventuels dans le deuxième semestre, donc n'a pas d'impact ou n'est pas une indication par rapport à la proposition de distribution de bénéfices pour l'exercice 2020, puisqu'à ce moment-là, ce sera le conseil d'administration et ce seront les actionnaires qui devront se pencher là-dessus, donc au printemps 2021 et se baser sur les résultats de l'année 2020. Autre question, donc un actionnaire voudrait savoir si Ackermans & Van Haaren, vu la crise, a simulé un stress test avec les différents scénarios et quels en sont les résultats. Il est clair que nous avons suivi l'impact que la crise actuelle peut avoir, tant au niveau du groupe que pour les différentes participations. Cette analyse a été partagée, a été amplement discutée au ECA en mars 2020, et ce d'ailleurs aussi avant la publication du communiqué de presse que nous avons publié fin 2020. Donc nous pouvons en tout cas assurer la continuité de notre société. Nous avons toujours fait en sorte d'avoir un financement conservateur, c'est-à-dire que nous avons pu conclure l'année 2019 avec une position financière nette positive de 267 millions d'euros. Et donc fin mars 2020, cette position était toujours de 246 millions d'euros. La mesure la plus concrète est l'annonce, et probablement l'annonce donc de ne pas payer les dividendes 2020. Et donc Yann l'a déjà bien expliqué, cela est surtout lié à la recommandation de la Banque Centrale Européenne qui demande aux banques en eurozone donc de ne pas payer des dividendes. Et donc ça c'est la raison réelle et non pas une friction ou un problème, un déficit au niveau de notre position de caisse. D'autre part, il y a à côté de la position de cash, il y a aussi des lignes de crédit non utilisées pour un montant de 282 millions d'euros. Et ça faisait aussi partie donc où il n'y a pas de conventions qui ont été prises, donc il n'y a pas de conditions qui ont été émises. Donc on croit et on est convaincu qu'on est vraiment bien armé quand les circonstances économiques se dégradent encore. On a également reçu la question si Ackermans & Van Haaren, avec ses investissements dans les banques et la construction, ne dépend pas trop des secteurs faibles ou de l'ancienne économie et s'il y a suffisamment d'attention pour les investissements dans la nouvelle économie. Et donc, c'est une question très intéressante que je voudrais vraiment, avec beaucoup de plaisir, approfondir. Je crois pouvoir dire que nos activités, construction et banque, à l'origine, faisaient partie de l'ancienne économie, mais non pas de la réalité d'aujourd'hui. Au niveau récurrence et au niveau croissance, on ne peut pas non plus parler, j'en suis convaincu, on ne peut pas les appeler des secteurs faibles. Et je vous donne quelques chiffres qui le démontrent. En 2010, en 1990, par exemple, le chiffre d'affaires d'Aimé, 150 millions d'euros. Maintenant, 2,6 milliards d'euros. 50% de ce chiffre d'affaires est réalisé dans les parcs éoliens onshore qui n'existaient pas encore ou quasiment pas il y a 10 ans. Notre position imminente dans ce marché est le résultat d'investissements continus, innovation continue au niveau des segments, au niveau de la flotte. Et nous sommes d'ailleurs aussi donc prêts à justement investir dans des concessions dans l'éolien en mer. Nos banques continuent à s'accroître, à investir dans leur avenir digital. Donc les patrimoines gérés par DLM Private Bank ont de façon 92, de façon compound, donc de façon cumulée, connu une croissance de 17,6% par an. Et donc le patrimoine investi de nos clients chez Bank Van Breda depuis 1997, l'année où nous sommes devenus actionnaires, à chaque année eu une croissance de 10,8%. En plus, nos banques ont en permanence investi dans l'automatisation du back-office et la numérisation des services. Bank Van Breda, par exemple, était une des premières banques en Belgique qui pouvait utiliser un iPad pour faire signer tous les documents par les clients. La app de Private Bank Delen est, au niveau convivialité et transparence, vraiment un bel exemple pour la totalité du secteur.
Bank Delen a maintenant pour la deuxième fois d'affilée été reconnue comme Best Digital Bank in Belgium. Elle continue à investir dans l'élargissement de son application pour en faire vraiment donc un Delen Family Service à part entière. Les investissements dans des services de paiement ne fait pas partie de core business de nos banques puisque évidemment donc ils sont surtout dans le private banking et d'autre part ils travaillent avec un groupe cible très spécifique donc c'est-à-dire des libres professions des professions libérales et des entrepreneurs. Les deux dernières questions ont donc trait à nos nouveaux développements, c'est-à-dire donc Biotalis qui espère lancer un premier fongicide sur le marché américain. Et la question est de savoir pourquoi cibler le marché américain et non pas d'abord le marché européen. Il est également noté que le fonds d'investissement américain Novalis Life, inscrit par Marianne Deckers, ex-Bayer, a également investi dans Biotalis en mars et souhaite savoir si le lancement sur le marché américain était l'une de ses conditions d'investissement. Biotalis souhaite proposer ses produits aux agriculteurs du monde entier, mais commence par le marché américain, tout simplement parce que les délais d'homologation dans ce cadre-ci du premier biofongicide, ils sont plus courts que dans l'Union européenne. Mais il faut remarquer que les essais sur le terrain pour ce premier fongicide vont avoir lieu tant aux États-Unis qu'en Union européenne. Le lancement prioritaire du premier biofongicide sur le marché américain était un objectif stratégique qui existait encore avant même l'entrée de Novalis dans le capital de Novalis LifeSciences. Et tant Novalis que les actionnaires existants, dont Ackermans et Van Aren, ont souscrit. Enfin, un actionnaire souhaite savoir si Medica Bazar, une plateforme indienne de produits en ligne pour les hôpitaux, souhaite déployer ses catalogues dans le monde entier. Tom? Oui, je comprends que le focus des collègues chez Medica Bazar se concentre sur le déploiement de leur modèle en Inde, qui en soi est déjà un très grand marché. Or, au cours des derniers mois, Medica Bazar a également pu constater qu'il existe une demande également en dehors de l'aide pour les produits qu'ils offrent et également pour l'utilisation de la plateforme. Donc, il pourrait donc y avoir une opportunité supplémentaire de croissance. Merci. Nous vous remercions pour la variété des questions qui témoignent d'un grand engagement envers notre groupe et je propose de traiter maintenant les autres points à l'ordre du jour. Le rapport du commissaire aux comptes Ernst & Young, réviseur, représenté par M. Patrick Rotiers et Wim van Gasse, contient une opinion sans réserve. Vous trouverez le texte complet du rapport du commissaire concernant les comptes consolidés à la page 195 de la brochure. Compte tenu des circonstances, je dispense le commissaire de lire son rapport. Nous n'avons reçu aucune question écrite des actionnaires adressée au commissaire aux comptes. L'approbation des comptes annuels implique l'approbation de propositions de réserver le bénéfice dans sa totalité. Comme nous l'avons déjà expliqué dans notre communiqué de presse du 31 mars, le conseil d'administration a décidé, à la lumière de la crise Covid-19, de proposer à l'Assemblée générale, par prudence, de ne pas verser de dividendes. Bien qu'Ackermans et Van Aren, avec une trésorerie légèrement positive au 31 mars 2020 de plus de 241 millions d'euros, dispose de suffisamment de moyens pour payer le dividende brut de 2,5 € par action qui a été proposé précédemment. Il a décidé de ne pas le faire pour le moment. Cette décision a également été motivée, et je crois que M. Sakers, Yann, vous l'avez déjà dit, par les recommandations de la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique à toutes les banques sous leur contrôle. Et donc aussi à la banque Delen Private Bank et également à la banque Van Breda.
c'est-à-dire de ne pas verser de dividendes avant le 1er octobre 2020. Au dernier trimestre de cette année, nous allons convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de renouveler nos mesures de protection et également adapter les statuts au nouveau code des sociétés et associations qui est entré en vigueur en début de cette année. À cette occasion, le conseil d'administration réexaminera le paiement d'un dividende à la lumière des circonstances à ce moment-là. Et il le fera de façon très sérieuse. Et je propose que Pete Bevernage nous informe des résultats du vote sur les différents points de l'ordre du jour, et ceci sur base des procurations et des lettres de vote reçues. Merci Pete. Je ne mentionnerai que les pourcentages des votes avec lesquels les différentes décisions ont été approuvées. Les détails des abstentions et des votes contre seront repris intégralement dans le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle qui sera publié sur le site web par après. Les comptes annuels ont été approuvés avec 99,9% des votes exprimés. Point suivant, il a été donné des charges à tous les administrateurs avec une large majorité de au moins 99,6% des voix exprimées. La décharge a également été donnée aux commissaires avec un même pourcentage des voix exprimées. Les mandats d'administrateur du professeur Marion Debrun, de Jacques Delen, de Pierre Maccaris et de Pierre Willard expire à cette assemblée. Le conseil d'administration a en date du 14 janvier et 21 février 2020, agissant en tant que comité de nomination, délibéré sur le renouvellement de leur mandat et a proposé de les renouveler pour une durée de 4 ans, à l'exception de Jacques Delen, dont le mandat est renouvelé pour 2 ans, étant donné qu'il a déjà dépassé la limite d'âge. Le conseil d'administration a pris cette décision en raison de la valeur ajoutée importante que Jacques Delen apporte lors des délibérations et des décisions du conseil d'administration, et également sur base de sa connaissance approfondie du secteur bancaire et également du fait que Jacques Delen n'a que le début de la septantaine. Il est également proposé de renouveler le mandat du professeur Marion Debrun en tant qu'administrateur indépendant, car elle remplit toutes les conditions d'indépendance qui sont reprises dans le Corporate Governance Code. Les CV des administrateurs concernés sont repris dans la convocation à cette assemblée et sont également publiés sur notre site web. En cas de nomination, chaque administrateur va recevoir une rémunération de base de 30 000 € et un jeton de présence de 2 500 € par participation à une réunion du conseil d'administration, au comité d'audit et au comité de rémunération. Pete, Jacques Delen a été reconduit avec une majorité de 82% des voix exprimées pour une période de 2 ans. Pierre Maccaris a été reconduit dans ses fonctions pour une période de 4 ans à la majorité de 81,9%. Donc pour une période de 4 ans. Pierre Willars a été reconduit à une majorité de 80,2% des voix exprimées. Et le professeur Marion Debrun a été reconduite à la majorité de 95,4% des voix exprimées en tant qu'administrateur indépendant. Et ceci pour une période de 4 ans. Je vois que certains actionnaires travaillent également donc à une diversification de notre conseil d'administration. L'Assemblée générale doit se prononcer par un vote séparé sur le rapport de rémunération. Vous trouverez le rapport de rémunération aux pages 35 à 37 de la brochure. Les principaux points de ce rapport peuvent être résumés comme suit. La rémunération fixe des membres du comité exécutif a été augmentée en moyenne 11, c'est-à-dire 11,1%.
moyenne en 2019. La rémunération variable a augmenté de 64,7% en raison de l'augmentation du résultat net consolidé de 36,4%. Il s'agissait d'un résultat record pour le groupe, ne l'oubliez pas, et également de l'octroi d'une prime exceptionnelle suite à la vente de Residalia. D'autre part, la rémunération variable représentait environ 50% de la rémunération totale des membres du comité exécutif. Il est à noter que les membres du comité exécutif ont décidé de verser 20% de les rémunérations nettes pour les mois de mars et avril 2020 dans un fonds spécifique de AVH pour financer les mesures sociales pour lutter contre les conséquences de la crise COVID-19. La rémunération fixe des administrateurs reste pratiquement inchangée par rapport à 2018 et s'est élevée à un total de 597,500 €, soit en moyenne un peu moins de 60 000 € par administrateur. Depuis 2016, le président bénéficie d'une rémunération annuelle brute supplémentaire de 350 000 € pour la poursuite de sa présidence et ou de son mandat d'administrateur à la Banque van Breda, Delen, DME, CIPEF, CFE. Le rapport sur les rémunérations a été approuvé à la majorité de 81,5% des voix exprimées. Je pense que cette assemblée annuelle est maintenant arrivée à sa fin. Et au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien au groupe. Nous nous réjouissons vraiment de vous voir en bonne santé en automne lors de notre assemblée générale extraordinaire. Et nous espérons pouvoir vous apporter à ce moment-là des nouvelles positives, et je l'espère réellement, sur un éventuel paiement de dividendes et sur les perspectives du groupe. À très bientôt.